Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, monsieur le candidat député. Soyez la bienvenue. Et les habitants d'Akanda, l'oasis de Prince, vous souhaitent la bienvenue chez vous. Monsieur le candidat, nous sommes heureux de vous recevoir chez vous par rapport à l'annonce et l'appel que vous avez lancé le 22 février, suite à la déclaration de manière officielle de votre position. Malheureusement, tout le monde n'a pas pu se déplacer pour des raisons techniques. Et merci d'avoir pris la peine personnellement de venir rencontrer les Akandais chez eux et chez vous. Merci de venir nous faire partager le message que vous avez véhiculé avec nos compatriotes. Monsieur le candidat, vous êtes face à vos lecteurs, votre famille, vos petits frères, vos fils. Monsieur le candidat, je vous ai fait passer par le pont pour vous montrer les réalités des Akandais. Parce que lorsqu'on se dit on est Akandais, on se dit que tout le monde est bien. Mais il fallait que vous viviez les réalités. C'est un pont où on a failli perdre une maman et ses 2 enfants. Monsieur le candidat, nous vous écoutons. Frère Claude Molongi, je te remercie pour cet accueil très fraternel. On n'a pas besoin d'être nombreux pour échanger. Comme disait l'autre, si vous êtes 3, je serai parmi vous. Et nous sommes largement plus nombreux que 3. Encore mieux si nous sommes des multiples de 3. Ça veut dire qu'il est réellement de manière amplifiée parmi nous. Oui, j'ai vu effectivement que cette passerelle de fortune faite de planches que tu as réalisée pour soulager tes compatriotes, parce que cette passerelle, tout le monde passe ici, où je vois bien qu'il y a une rivière qui traverse, et que quand cette rivière déborde, elle vient même, je crois, jusqu'ici. Ce sont les réalités d'Akanda, que j'appelle Akanda d'en bas. Oui, parce qu'on est à Oasis des Princes, à Akanda. Il y a les princes qui habitent autour, à Kanandao. Et il y a les autres qui habitent aussi à côté, qui vivent cette souffrance de cette passerelle en bois qui ne tient plus, qui est sur le point de s'écrouler, à Kanandamba. C'est un symbole très fort. Et j'aurai l'occasion d'en parler dans mon propos, parce que c'est ça que nous devons réaliser. L'union de tous les Akandais, élever le niveau de vie des Akandais et partant des Gabonais, parce que c'est à l'Assemblée nationale que tout va se décider maintenant. Mais avant d'être dans le vif du sujet, je voudrais d'abord, avant tout, me présenter. Je suis dans un village et je me dois de me présenter qui je suis et d'où je viens. Et ensuite, nous parlerons de nos perspectives. Franck Guéma, que je suis, est né à Libreville il y a 49 ans à l'hôpital général, qui est aujourd'hui centre hospitalier universitaire, CHU, universitaire. Et de feu monsieur Julien Guémobam, un ancien grand commis de l'État, et de madame Ondo Angèle, qui est enseignante et qui aujourd'hui est aussi un haut fonctionnaire à la retraite. Je suis PDG de TV+, pour ceux qui ne le savent pas. Mais avant d'arriver au stade de PDG de TV+, il a fallu faire un long chemin que je vais vous raconter. Il a fallu cheminer. J'ai fait mes études primaires dans l'école publique de Gros-Bouquet 2. Ensuite, je suis allé au collège et au lycée national Léomba, un établissement public. J'ai eu mon bac en 1996
au lycée national Léomba, bac série D. Ce qui veut dire que moi, j'ai fait tout mon parcours scolaire et secondaire, primaire et secondaire, dans des établissements publics. Mais c'est difficile aujourd'hui de le faire. C'est très difficile. Ce qui veut dire que nous avons régressé. Mais c'est des choses qui sont liées au cycle aussi de l'évolution d'un pays par rapport à la démographie, c'est-à-dire par rapport à l'explosion de la population. Alors, quand j'ai eu mon bac, comme beaucoup d'autres, je suis parti en France, à Bordeaux, faire des études supérieures de commerce. Option marketing. Option marketing, c'est lié, on vous apprend de manière scientifique à faire du commerce, à faire de la vente. Et à 23 ans, très tôt, j'ai décidé de me lancer dans la vie active et je suis rentré dans un grand groupe de communication à Toulouse. Tout ça, c'est en France toujours. Dans une entreprise, dans le secteur privé. Pendant 3 ans, j'ai fait mes armes en France. Et rapidement, j'ai gravi les échelons de mon groupe de communication où je travaillais, jusqu'à être cadre commercial. J'avais des responsabilités, j'avais un très bon salaire, et j'étais jeune. Je pense qu'à mon âge, quand je travaillais en France, je ne me manquais pas de grand-chose pour un jeune homme d'une vingtaine d'années, 23, 24 ans. Alors, un jour, je viens passer les vacances de Noël à Libreville, à la demande de mes parents, en décembre 1993. Et là, au lieu de passer seulement Noël, je passe aussi la bonne année parce que j'étais très content d'être chez moi. Donc j'ai rallongé mes vacances. Après la bonne année, je repars en France. Et je puis vous dire que quand je suis reparti en France, je n'ai pas attendu 1 mois, j'ai démissionné. Mes patrons, qui étaient des Français, me demandaient « Mais qu'est-ce qui t'arrive, Franck ?» J'ai dit « Non, je vais repartir chez moi, au pays. » « Mais comment ça? Ici, tu es bien, tu as un bon salaire, je gagne à peu près 4-5 millions par mois. Tu es jeune, tu as de l'ambition et puis tu as un plan de carrière dans notre groupe qui va être très porteur. Qu'est-ce que tu vas aller faire dans un pays en développement ou sous-développé? Pour eux, c'est la même chose. Je leur ai expliqué que moi, je suis un Gabonais et comme tous les Gabonais, j'aspire à rentrer chez moi. Participer au développement de mon pays. Et vivre aussi avec les miens. Parce qu'on n'est jamais mieux que chez soi. On peut avoir tout l'or du monde chez les autres, on ne sera jamais chez soi. Alors, ils étaient vraiment stupéfaits, et je dirais même étonnés, et ils ne me comprenaient pas. Alors j'ai fait le sacrifice de ma condition professionnelle, ma qualité de vie en France, pour revenir au Gabon. Parce que je croyais en mon pays. Et il y avait tout à faire, et il y a encore tout à faire dans notre pays. Je ne me voyais pas vivre en France. Et je suis rentré, espérant trouver chaussures à mon pied au plan professionnel, mais j'ai été déçu. J'ai été déçu parce que, aussi bien dans les pays développés, très jeunes, on vous donne des responsabilités, c'est-à-dire on vous autonomise, on vous donne des responsabilités, on vous donne des moyens. Mais dans les années 90, au Gabon, jeunes, on ne faisait pas trop confiance encore. Parce qu'on disait, par exemple, dans le monde de l'entreprise, que les Gabonais, vous savez, il y a eu cette expression qui disait que les Gabonais ne savent pas faire des affaires. Ce sont des mauvais hommes d'affaires. Oui, malheureusement, c'était un préjugé qui est coriace dans notre pays. On le paye le prix encore aujourd'hui, mais ça commençait à changer. Donc, je n'arrivais pas à trouver le travail qui correspondait aux responsabilités que j'avais eues en France, au niveau de salaire que j'avais eu en France et à la qualité des conditions de travail que j'avais eues en France. Donc je me suis dit, bon, quitte à faire, si on ne peut pas te donner ces conditions de travail-là, ben toi-même tu vas les créer. Alors j'ai décidé de créer mes entreprises. Oui, fort de mon expérience en France, de ma formation en marketing, je me suis dit pourquoi pas. Je suis encore jeune, j'ai encore la vie devant moi pour me battre et réussir. Et bien sûr, je me suis retourné vers mes parents. Parce que créer une entreprise, il faut quand même des soutiens. Alors, je me suis retourné vers mon oncle, que vous connaissez bien. C'est le petit frère de papa. C'est André Mbaobam Amo. Vous connaissez Amo, non? Oui. Bien. Vous connaissez Amo, non? Oui. Alors, mon oncle me dit, alors mon fils, parce que c'est papa qui l'a élevé de l'âge de 10 ans jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Ils sont de même père, même mère. Mon père, c'est Julien Guémobam.
Et Amo, c'est André Mbobam. Donc, même père, même mère. Il me dit, alors mon fils, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, bon, moi j'étais dans un groupe de communication, je veux faire la communication. Il me dit, d'accord. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé de créer TV+, la chaîne de télévision que vous voyez ici et qui existe depuis maintenant 20 ans, puisque nous l'avons créée en 1998. Ce n'était pas facile parce que quand on arrive sur le marché de la télévision, il y a 3 télévisions qui existent. 2 chaînes publiques, RTG1, RTG2 et une chaîne privée, Télé Africa, qui était plus une télévision comme on voit aujourd'hui les chaînes qui diffusent beaucoup de chaînes là. Hein? C'était le câble comme on disait à l'époque. Et ils diffusaient aussi de manière cryptée. Alors, donc on décide de choisir, lui et moi, quel va être le créneau, la ligne éditoriale de notre chaîne de télévision. Et c'est comme ça que dans nos discussions, nous avons décidé de donner la parole aux sans-voix, aux Gabonais. Parce que dans les chaînes publiques, en 1998, je vous dis, les Gabonais n'avaient pas beaucoup accès aux médias, à la télévision, je parle, pour s'exprimer, pour dire leurs aspirations, leurs problèmes, leurs envies. Et donc nous avons dit que nous allons donner la parole aux Gabonais. Donner la parole aux Gabonais, en 1998, c'était, comme on dit, inédit, ça veut dire c'était nouveau. Mais ça ne nous a pas fait que des amis. Vous pouvez dire, mais ils veulent montrer quoi à TV+, là? Parce qu'il fallait montrer ce qui marche, ce qui est beau. Hein? Donc il fallait être courageux pour le faire en 1998. C'était des risques. C'était même des risques politiques pour André Mbobam, qui était un homme du système, qui était au pouvoir, qui était ministre. On disait, mais qu'est-ce que Amo veut montrer là? Mais lui, il était visionnaire et il disait qu'il faut donner la parole aux Gabonais. Il faut que les gouvernants sachent ce que les Gabonais ont besoin tous les jours. Parce que sinon, c'est comme une chape de plomb. Et ceux qui sont en haut, au pouvoir, ne savent pas ce que le peuple veut. Voilà. Donc c'était ça aussi. Il fallait qu'on soit le miroir de la vie des Gabonais. Et on a mis au cœur de notre ligne éditoriale la justice sociale. Parce que les aspirations sociales, que ce soit amélioration des conditions de vie, amélioration des conditions de travail, tout ça fait partie de la justice sociale. Et c'est comme ça que depuis 20 ans, de 1998 à 2018, nous avons continué sur cette ligne éditoriale-là. Mais cette ligne éditoriale n'a pas toujours été un long fleuve tranquille pour nous, c'est-à-dire ça n'a pas tout été facile. De 1998 à 2009, c'était compliqué, mais bon, ça allait encore. Mais vous avez vu, à partir de 2009, quand mon oncle, mon père Amo s'est présenté à la présidentielle, vous vous en souvenez, non? Oui. Bon. Quand il s'est présenté à la présidentielle, là, TV+, ça a commencé à être la galère. Le calvaire même. Mais lui, quand il s'est présenté en 2009 à la présidentielle, il considérait qu'il était un Gabonais comme les autres qui avaient le droit de se lever et de faire son offre politique aux Gabonais. Il ne voulait faire obstacle à personne. La preuve, c'était un grand PDGiste, vous vous en souvenez, non? Oui, oui. Alors, il est même sorti du PDG pour présenter sa candidature, puisqu'il s'est présenté comme candidat indépendant. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit Fangema est un candidat de la société civile, mais Amo était un candidat indépendant. Oui. Et il a eu le soutien et le choix des Gabonais en 2009. Beaucoup de choix même. Bon, alors, quand en 2009, j'accompagne mon père Amo dans le combat de la Nouvelle Espérance, c'était son projet, si vous vous en souvenez. Eh bien, son combat, c'était simplement de dire que les Gabonais et les Gabonaises ont des droits. Et ces droits sont incompressibles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, inaliénable même, c'est le mot. On ne peut pas le leur enlever. Le droit à la scolarité, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit au logement, le droit d'avoir une passerelle, le droit d'avoir une route bien bitumée, le droit d'avoir une maison correcte. Parce que nous pouvons le faire au Gabon, avec les moyens qui existent au Gabon. Il suffit simplement que des gens responsables, compétents, sérieux et patriotes se mettent au travail. Le Gabon, oyez! Oyez! Le Gabon, oyez! Oyez! Mais il a été mal compris par ses pairs, pas par le peuple, par ses pairs, qui ont cru qu'Amo
voulait faire la révolution. Mais lui, c'était un homme pacifiste. Parce que si Amo voulait faire la révolution, s'il voulait que le pays brûle en 2009, le pays aurait brûlé. Hein. Il suffisait qu'il claque les doigts comme ça, tout le pays s'embrasait. Mais, comme il me disait, il ne voulait pas aller à la présidence en marchant sur les cadavres. Il avait dit, il me l'avait dit, pas qu'à moi, il a dit aussi à mes frères, à ses amis politiques. Il a dit, si je dois aller à la présidence en marchant sur les cadavres, ça ne m'intéresse pas. Et c'est comme ça qu'il avait fait sa grève de la faim où tout le monde s'était moqué de lui. Mais c'était pour lui le moyen de se couper du fanatisme pour éviter de déclencher, je dirais, mettre le pays à feu à sang. Eh oui, beaucoup de gens ne savent pas ça. Il faut le dire. Maintenant qu'il n'est plus là, il faut le dire. Mais nous avons évolué à côté d'Amo. Je dis nous parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Il a beaucoup de fils en politique. Il a beaucoup de filles en politique aussi. Vous les verrez. Mais quand nous avons évolué à côté de lui, c'est sûr, moi le fils de sang, quand papa se lève dans la cour ou au corps de garde au village, est-ce que l'enfant se lève pour parler en même temps que son père? Est-ce que quand papa dit moi c'est A et puis l'enfant va venir dire moi c'est B, qu'est-ce que l'enfant fait? Il écoute son père qui est au milieu de la cour. Il regarde comment ça se passe dans le corps de garde. Au village, les enfants sont toujours autour du corps de garde. C'est comme ça qu'on apprend. Oui, déjà, c'est une chance d'être à côté d'un homme de cette dimension. Donc, pendant toutes ces années-là, parce que j'ai commencé à faire la politique avec mon père en 1996, lorsqu'il allait aux élections législatives. En 1996. Donc, ce n'est pas petit. Mais pendant toutes ces années-là, et notamment à partir de 2009, j'étais dans le silence. J'apprenais, j'écoutais, j'observais et je me taisais. J'apprenais à bien penser. Et cela, je peux vous dire que ça transforme un homme. Ça lui apprend à tourner cette fois sa langue avant de parler. Ça lui apprend à savoir que les formes sont protectrices des libertés. Même si tu as raison, trouve la bonne forme pour t'exprimer, pour ne pas blesser l'autre, pour ne pas le choquer. Parce que de la discussion jaillit là. Lumière. De la discussion jaillit là. Lumière. Il ne faut pas avoir peur de la contradiction. Malheureusement, dans notre pays, trop longtemps, on a eu peur de la contradiction. La contradiction des idées, c'est pour vous permettre de trouver une solution à un problème d'intérêt général. Parce que le Gabon nous appartient à tous. Hein. Attention, quand il y a un problème au Gabon, ce n'est pas seulement le problème de Franck Nguema ou le problème de Claude. C'est le problème de tout le monde. Et tout le monde peut donc y participer. Vous savez, mon beau-père, la dernière fois, m'expliquait que quand je lui ai annoncé que je voulais faire de la politique, je voulais résolument m'engager en politique, et que tout le monde disait que, oh, mais la société civile ne fait pas de politique, puisque moi je suis un homme de la société civile. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Il m'a dit, mon fils, ne t'inquiète pas. Il faut savoir qu'il y a un grand ministre français qui nous a dit un jour que les problèmes de tout le monde sont les problèmes politiques. Les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Les problèmes de tout le monde sont les problèmes politiques et les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, mon fils a un problème pour aller à l'école, c'est mon problème personnel. Mais s'il y a 4 000, 5 000, 10 000 Gabonais qui ont des problèmes pour se scolariser, ça devient un problème politique. Et si c'est un problème politique, tout le Gabonais, tout le monde peut s'en occuper pour essayer de trouver une solution. Donc, il ne faut pas avoir de frein. La politique, si tu ne t'en occupes pas, la politique s'occupera de toi. Alors, vouloir nous divertir en disant que la société civile n'a pas le droit ne fait pas de politique, je souris. Ça, c'est des manœuvres politiciennes. Mais aujourd'hui, le Gabon est dans le trou. Il faut que tout le monde retrousse ses manches et se mette au travail. Alors, mon père Amo, vous savez, en 2015, il a disparu, il est parti. Il a mené son combat jusqu'au bout. Il a dit qu'il ne reculerait pas, qu'il ne renoncerait pas. Et il est resté égal à lui-même. Mais avant de partir, quand même, il nous a dit une chose à Sainte-Marie, lors de sa dernière sortie publique, si vous vous en souvenez.
il était malade, très malade. Il était affaibli. Il a dit, je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. Et il nous demandait de leur pardonner. Je crois que c'était son testament spirituel. Il avait vu ce qui allait se passer certainement en août 2016. Parce que quand on est dans cet état-là où on se compare, je pense qu'on a déjà la clairvoyance et on a la préscience. Ça veut dire qu'on a la capacité de voir très loin. Oui, je crois qu'aujourd'hui, depuis août 2016, notre pays s'est beaucoup déchiré et beaucoup divisé. Il y a un temps pour la politique politicienne, il y a un temps pour rassembler et se rassembler. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, nous allons devoir faire des concessions. Nous allons devoir faire des moyens, trouver des moyens pour nous rassembler à nouveau. Parce que si vous regardez bien, ici, là, si je cherche bien, je suis parenté à tout le monde. Par le sang, par les mariages, par les alliances, par les clans. Oui, le Gabon est une petite famille et une grande famille à la fois. Plus de environ une centaine d'années. Et que, il ne faut pas croire, hein, ce n'est pas parce qu'on ne se côtoie pas. Mais si vous grattez un peu, si vous remontez sur les ascendants, vous verrez que tout le monde est parenté. Oui, c'est comme ça. C'est la vie. Nous sommes des Bantous, il faut reconnaître ce qui est dit. Alors, quand mon père est parti en 2015, à Meaux, eh il a fallu faire les choses de la tradition. On a fait son retrait de deuil en 2017. Après avoir fait tout ça, maintenant, moi, je me suis dit, je suis son fils. J'ai appris à côté de mon père. J'ai fait de la politique en le voyant faire. Et j'ai quand même une petite expérience parce que 20 ans de TV+, ce n'est pas 20 mois. Hein. Attention, parce que vous avez vu tous les coups qu'on nous a mis là. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Bon, ça me rend plus fort. Ça m'a rendu plus fort. Ça m'a permis de comprendre que, comme me disait un ancien, la vie c'est comme la boxe. La vie c'est comme la boxe. C'est un de mes aînés qui m'a dit ça il y a quelques jours. Tu fais tout pour rester debout. Et puis, quand tu t'essaies de t'habituer à vivre avec des cicatrices, parce que les coups qu'on te donne, ça te blesse, hein, intérieurement et physiquement. Donc la vie, c'est comme la boxe. Le boxeur, tout ce qu'il cherche à faire, c'est de rester debout, non? Même quand on lui donne un coup, qu'il est KO, il fait tout, il se relève, parce que la vie, c'est rester debout. Hein? Je pense que Monseigneur, le pape Jean-Paul II nous avait dit, Gabon, lève-toi et marche. Un homme doit toujours rester debout, digne. Même si l'adversaire est plus fort, il fait tout pour rester debout. Et c'est ça que les Gabonais doivent comprendre aujourd'hui. Ils ne doivent pas renoncer, ils ne doivent pas perdre espoir. Ils ne doivent pas se dire que ça y est, on va faire comment encore. Non, rien n'est jamais perdu. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Oui, parce que rien n'est éternel ici-bas. Rien. Moi le premier. Donc, comme rien n'est éternel, eh bien, ça veut dire qu'il faut se mettre au travail. Alors moi, j'ai décidé de me mettre debout et de dire que, fort de mon expérience professionnelle, parce qu'aujourd'hui, il faut que vous le sachiez, TV+, c'est 50 employés à peu près, hein, qu'il faut payer tous les mois. C'est des pères et mères de famille qui ont des loyers, qui ont des enfants qui vont à l'école. Il faut les nourrir. Et vous savez que quand vous avez une personne qui gagne un salaire, c'est 10 personnes qui la chargent derrière lui. Alors, tout ça, est-ce que vous croyez que j'aurais dû renoncer? Parce que si je renonçais, moi, ça veut dire que tous ceux qui sont derrière moi à TV+, tout le monde aussi devait renoncer. Bien sûr, tout le monde n'est pas resté parce qu'il y a eu plusieurs générations. À partir de 2009, il y a eu des problèmes. Bon, beaucoup sont partis, mais beaucoup sont venus aussi. C'est le cycle de la vie, le renouvellement, la régénération. Et je peux vous dire que, eh bien, aujourd'hui, TV+ existe et existera même après moi. Parce que même si je m'engage en politique aujourd'hui, j'aurai toujours un œil sur TV+. Et tous ceux que j'ai formés, comme vous voyez ici, là aussi, votre frère qui est là, ben, ils peuvent demain diriger TV+, hein, parce qu'ils connaissent comment la maison fonctionne. On appelle ça la transmission. C'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas chasser les vieux des villages. J'entends beaucoup que, oh, il faut écarter les vieux, c'est notre tour, c'est notre temps, c'est notre génération. C'est dommage. Moi, je crois en l'alliance forte entre les anciennes et les nouvelles générations. Ah oui, je crois ça. Parce que c'est avec les lumières du passé qu'on avance dans l'obscurité de l'avenir. Sans les anciens,
Sans les anciens, on va faire beaucoup d'erreurs. Parce que l'histoire, c'est un éternel recommencement. Bien sûr que les ouvriers se relaient sur le chantier. Ça veut dire que les nouvelles générations accèdent aux responsabilités. Mais ça se fait de manière progressive. Et les anciens, eux, s'ils laissent leur place quand ils savent que, oh là, on peut déjà laisser notre place. Les jeunes là, ils sont déjà prêts. Mais si tu te bats, tu te bouscules, tu écartes les anciens alors qu'ils n'ont pas encore, ils ne t'ont pas jugé digne encore, que tu es prêt, là tu crées ce qu'on appelle, tu crées le chaos. Parce que tu crées le désordre. Or, la vie est réglée par Dieu. Tout est réglé comme une horloge. Chaque chose qui sait attendre, tout vient à point qui sait attendre. Tout vient à point qui sait attendre. Alors, c'est pour ça que le 22 février dernier, quand je me suis levé comme un homme, je me suis dit, bon, voilà, j'ai mes droits civiques. Je suis un homme libre. J'ai une expérience de 20 ans au moins avec TV+. Mais ça fait 26 ans que je travaille. Hein. J'ai 49 ans. J'ai commencé à 23 ans, souvenez-vous. Hein. Mais toute cette expérience-là en France et au Gabon. Mais moi aussi, je vois que toutes les choses s'agitent là, à gauche, à droite. On cherche maintenant les bras, les intelligences pour construire le pays. Avec l'Assemblée nationale qui arrive là bientôt, qui sera une Assemblée nationale plurielle. Parce qu'il y aura toutes les sensibilités politiques et sociales. Ah non, moi je dis je ne veux pas aussi être en marge de l'histoire. Moi aussi je veux participer à l'histoire de mon pays. Et c'est pour ça que le 22 février, chez moi à Kanda, j'ai dit que je suis candidat à Akanda au 2e arrondissement pour les prochaines élections législatives. Le candidat Oye! Oui. Le candidat Oye! Oui. Voilà, c'était ça le contenu de la communication du 22 février dernier. Et j'avais décidé, et j'avais dit à tout le monde que je viendrais auprès des Akandais pour leur expliquer pourquoi je suis candidat. Je suis candidat parce que notre pays va mal. Il va très mal. Et qu'on a besoin de tous les fils et les filles d'Akanda et du Gabon pour participer à la construction de notre pays. Mais pourquoi le pays va mal? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Les plus hautes autorités du pays nous ont annoncé, ou nous ont dit plusieurs fois même que, mes chers compatriotes, nous avons fait des erreurs de casting. Eh oui, les erreurs de casting. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi une erreur de casting? Ça peut être des mauvais choix. Du genre, ils ont pris des mauvaises personnes et les ont mis à la mauvaise place. D'accord, des mauvais choix. C'est une réponse. Qui a encore une réponse? C'est quoi les erreurs de casting? Parce que casting, c'est un mot anglophone. Hein? C'est les jeunes, là, ils connaissent ça. Hein? Tous ceux qui sont sur les WhatsApp, là. Hein? Les Instagram, les... Bon, mon frère, vas-y. Je n'ai aucune idée. Oh, tu n'as aucune idée. Mais tu sais, c'est les erreurs de casting qui te font aujourd'hui. Hein? Il faut en avoir. Il faut avoir une idée là-dessus. Il faut avoir l'idée des erreurs de casting. Non, les erreurs de casting, comme l'a bien résumé notre jeune frère, c'est des mauvais choix. C'est des mauvais choix autant des hommes que des politiques menées. Parce que quand on s'occupe du plus grand nombre, quand on dirige, quand on a des responsabilités politiques, parce que la politique s'occupe de tout le monde. La politique a pour vocation de changer la vie des concitoyens, mais changer en bien, pas en mal. Et là, il faut avoir des gens qui ont le discernement. Malheureusement, ils ont eu quand même la lucidité de dire « nous avons eu des erreurs de casting ». L'erreur est humaine parce que moi-même, je ne suis pas parfait. Comme avait dit l'autre, celui qui n'a pas péché jette la première pierre. C'est déjà un bon point de reconnaître qu'on s'est trompé. Parce que souvent, dans l'aveuglement et dans le fanatisme, on pense que tout ce qu'on fait est bien. Et c'est pour ça qu'il faut qu'aujourd'hui, les jeunes, les femmes, les anciens, eh ben, s'inscrivent sur les listes électorales. Il faut vous inscrire. Il faut vous enrôler. Et après, au moment de la campagne électorale, on parlera du vote. Mais il faut déjà être prêt. Il faut être prêt à participer à ce nouveau mouvement-là, à cette régénération de notre vie politique. Et ça commence par les prochaines élections législatives. Parce qu'à ce moment-là, vous verrez beaucoup d'hommes et de femmes compétentes, compétents, patriotes, parce qu'ils pensent et ils sont soucieux de la vie des Gabonais, vont se lever
et vont se dire que nous sommes candidats. Il faudra les choisir. Parce que le choix du peuple, Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple est la voix de Dieu. N'oubliez jamais ça. Oui, ce n'est pas facile, parce qu'aujourd'hui, on vit mal, on a des problèmes. Mais il ne faut pas ressasser les problèmes qu'on a et puis perdre la lucidité, perdre le sens de la vie. Parce que je vois ici des jeunes filles mères, mais quand on a des enfants, comme moi, même si on se dit qu'on a déjà fait notre vie, mais il faut penser à la vie de nos enfants. Il faut penser à la vie de vos enfants. Il ne faut pas simplement se dire que bon, moi, je peux me contenter de ce que j'ai. Mais les autres, les générations futures, vos enfants, vous dites quoi d'eux? Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est bien, on peut rester dans notre petit coin, vivre notre petite vie. Mais, après tout, ce n'est pas le père qui a plani le chemin de l'enfant. Alors, voilà. Nos parents ont tout fait pour nous amener à des niveaux d'éducation. Ont tout fait pour nous maintenir en vie. Ben, nous devons faire la même chose pour nos enfants. Et au plan politique, il faut que les Gabonaises et les Gabonais comprennent que c'est le temps. Les temps sont accomplis, comme disait l'autre. Les temps sont accomplis. Il faut maintenant transformer l'essai. Il faut réussir ce renouvellement de la classe politique. Et ça ne se passe que par le peuple. Et il faut vous investir dans la vie politique de votre pays pour que la politique ne vous gère pas. Pour éviter de dire on va encore faire comment. Moi, j'ai décidé de ne plus être en marge de la politique. Parce que je suis un homme d'entreprise, c'est vrai. Et j'ai décidé même de changer de vie. Quand on change de vie, on prend des risques. Parce que dans un changement, il y a des risques et il y a des opportunités, comme on nous enseigne dans le monde de l'entreprise. Et vous devez évaluer ces risques et ces opportunités. Ça veut dire qu'il y a des dangers et il y a des bonnes choses qui peuvent arriver. À nous simplement de réduire les dangers. Alors, moi, je vous invite, tous ici présents, à vous inscrire sur les listes électorales, à vous faire enrôler. De ne pas dire que, ah, ça c'est pour les autres, là-bas ils n'ont qu'à aller, nous on ne vote pas. Mais bien sûr, mais après il ne faudra pas vous plaindre. Il ne faudra pas vous plaindre. Parce que la politique fera de vous ce qu'elle veut. Et vous serez malheureux pour vous et pour vos enfants. Moi, maintenant, je voulais aussi vous dire que je suis un candidat issu de la société civile. Parce que je n'ai vécu que pendant 26 ans dans le monde de l'entreprise. 26 ans, ce n'est pas 26 mois. Hein. Je n'ai pas été fonctionnaire toute ma vie professionnelle. Je n'ai pas occupé de poste administratif dans le public toute ma vie professionnelle. Je n'ai pas géré le budget de l'État. Je n'ai pas géré les deniers publics. Je n'ai pas occupé de poste politique. J'ai été toujours en marge de la politique et de l'administration publique. C'est pour ça que moi, je suis issu de la société civile. Parce que le monde de l'entreprise, je suis chef d'entreprise, les associations, les ONG, les syndicats font partie de ce qu'on appelle le corps intermédiaire de l'État. Et c'est ça la société civile. Parce qu'on veut vous faire croire que la société civile, c'est seulement telle ou telle. Non. Non. Tout ce corpus-là fait partie de la société civile. Donc, je suis un candidat issu de la société civile. Et la société civile a ça de particulier, c'est qu'elle est pragmatique. Quand il y a un problème, elle règle le problème. Les hommes politiques, quand il y a un problème, ils tournent autour du pot. Parce qu'ils font de la politique politicienne. Ils se mettent des cales. Et puis, ils sont toujours dans le Shiba. Mais oui, ça, c'est une de leurs grandes qualités. Hein. C'est vrai ou pas? Ah, vous voyez? Mais un homme d'entreprise, il ne peut pas mentir. Parce que s'il se ment à lui-même, les résultats vont le rattraper. Hein. Parce que l'homme d'entreprise, il doit réussir. Sinon, c'est la mort, il ferme. On appelle ça mettre la clé sous la porte. Il ferme l'entreprise. Et puis, les employés sont au chômage. Oui, parlons-en du chômage. Regardez le chômage des jeunes au Gabon. Comment il a explosé? Plus de 40% des jeunes n'ont pas d'emploi. Est-ce que c'est normal, un pays riche comme le Gabon? Toutes les entreprises licencient à tour de bras. C'est parce que c'est le problème du Shiba. Hein? C'est le problème du Shiba. Le Mavovo, hein? C'est ça, là? Mavovo, hein? Mais tout ça,
Ça va évoluer. Parce que le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. À un moment, les lois universelles recadrent quand l'homme est dans la perdition. Enfin, voilà un peu mes frères ce que je voulais vous dire. Mais quand je m'engage en politique avec une vision politique précise, basée sur 3 principes. Le premier principe, c'est que mon engagement en politique, et ce que je vais vous dire, je le dis modestement, beaucoup de Gabonais le partagent, hein. Mais moi, j'ai peut-être la possibilité de le dire haut et fort, et ici et maintenant devant vous. Premier principe, je veux participer au changement radical de la gouvernance du pays. Le candidat, oyez! Oyez! Le candidat, oyez! Oyez! Oui, nous devons changer radicalement la gouvernance du pays. Parce que la malgouvernance, c'est ce qui nous a mis dans le trou. Oui, on me dit, mais Franck, tu es un idéaliste, toi. Fais ton entreprise, bouffe ton argent. Pourquoi tu veux t'occuper des Gabonais? Les Gabonais, c'est comme ils sont. Le mouton broute, il est attaché. C'est pas ce qu'ils disent. Mais, mon Dieu, moi, je suis un chrétien. Et un bon chrétien, je sais que je dois me préoccuper du sort de mon prochain. Parce que quand tu es chrétien, tu dis que tu aimes Dieu. Mais comment tu peux aimer Dieu si tu n'aimes même pas ton prochain qui est là? Si tu le vois souffrir et tu ne cherches pas à lui trouver des solutions. D'accord, tu n'es pas Dieu, mais tu peux quand même participer à l'amélioration de ses conditions de vie. C'est ça mon deuxième principe. Je veux participer à l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Oui, parce que tu fais 50% du chemin, Dieu fait les autres 50%. Hein? L'Éternel est une portion de mon sort. L'Éternel est une portion de mon sort. Ça veut dire, tu dois faire, aide-toi toi-même, le ciel t'aidera. C'est ce qu'on nous dit dans les Écritures. Tu fais une partie, Dieu fait l'autre partie. Mais si tu es seulement là, tu attends que tout vienne du ciel comme ça, là. Non, lui te dit aussi, mais enfin, tu sais que sur terre ici, tu es venu pour faire un travail. Tu es venu ici pour t'améliorer, pour le salut de ton âme. Toi aussi, fais un effort quand même, même si je t'aide. Donc, nous aussi, les hommes, nous devons savoir prendre nos problèmes à bras le corps et ne pas attendre que tout tombe du ciel. Donc, si on change radicalement de gouvernance du pays, si on améliore les conditions de vie, mais la paix sociale va revenir, non? La paix sociale, c'est quoi? C'est que toutes les grèves larvées que vous voyez là vont s'arrêter. Parce que c'est légitime ce que les syndicats et dans le secteur public ou le secteur privé, les syndicats demandent. C'est normal. Parce qu'ils savent que le Gabon est un pays très riche. Vous croyez que ceux des régies financières là, ils savent l'argent qui circule dans le Gabon. Ils savent qu'avec l'argent du Gabon, on peut travailler correctement. Même ceux qui sont les gouvernants là, ils peuvent même manger et les Gabonais vivent très bien. Parce que ne nous l'aurons pas. Hein? L'homme mange toujours. Vous ne pourrez jamais empêcher les gens de manger. Mais qu'au moins, quand ils mangent, ils pensent aussi aux autres. C'est normal, c'est humain. Mais alors, si la paix sociale revient, la paix du cœur revient, parce que vous savez, depuis août 2016, depuis les élections présidentielles, là, on est vraiment divisés. On est très divisés. Parce que les Gabonais en ont dit trop, c'est trop. C'est la division. Maintenant, on ne peut plus se retrouver autour de nos Yamado, tout ça. On ne peut plus discuter comme avant, manger nos Nike et tout ça. C'est compliqué maintenant. Les Gabonais se regardent en chien de faïence. Oui, lui, il est de là-bas, moi, je suis d'ici. Les gens ne se parlent plus alors qu'ils sont nés ensemble dans le même quartier. C'est quoi? C'est la politique. Mais ça, c'est la politique politicienne. Et c'est le fanatisme. Parce que le fanatisme, c'est quand on pense qu'on a raison et les autres ont tort. Oui, il y a eu du mal. Il faut t'avouer ta moitié. Pardonner. Il faut t'avouer ta moitié. Pardonner. Il faut que ceux qui ont été au cœur même de ces problèmes qui ont divisé le Gabon en 2016, en août 2016, acceptent et quand même reconnaissent leurs fautes. Oui, il faut comprendre, ils ont peur de reconnaître leurs fautes parce qu'ils ont peur des poursuites judiciaires. Mais c'est un problème qui peut se régler au niveau de l'État. Oui, les victimes, il faut les indemniser. Il faut réparer les fautes. Parce que si on répare les fautes, si on dit oui, on s'est trompé quand même un peu, il y a eu des dérapages, mais les Gabonais vont pardonner. Parce que le pardon, là, ça libère celui qui a été victime et celui qui a été bourreau. Parce que la haine, c'est une maladie spirituelle. Et Dieu a créé le pardon, c'est le premier médicament contre la haine. Il faut qu'aujourd'hui nous prenions le médicament du pardon. Ce n'est pas le Christ qui a dit « pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Oui, malheureusement l'homme, il a des moments où il ne sait pas ce qu'il fait. Il est envahi par ces démons et il fait n'importe quoi.
et il fait même l'irréparable. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas une part d'humanité. Mais tout ça, il faut aussi avoir l'humilité de reconnaître que si l'autre s'est trompé, c'est parce que moi aussi je peux me tromper. Et il faut penser au plus grand nombre. Il faut penser à l'intérêt général. Malheur à l'homme seul. Et l'union fait la force. C'est parce que les Gabonais seront réunis, rassemblés, qui pourront relever le défi du développement du Gabon. Et Hamon l'avait compris, puisqu'il avait dit « pardonnez-leur ». Oui, il faut les pardonner du mal qu'ils m'ont fait. Donc voilà un peu mes frères ce que je voulais. Une fois de plus, bonsoir. On m'appelle Ngoulou. Je vais me limiter rien qu'au nom, c'est déjà beaucoup. En fait, de manière simple, je dirais à Kanda, bien sûr, on a des démographiquement classés, parc de loisirs. Je ne vais pas me présenter, je ne vais pas me mettre à la place de tous les Akandais. Donc ici, je pourrais dire tout simplement, il n'y a pas vraiment de problème qu'on ignore. Il y a de mois d'année, tous vous passez ici chaque jour, chaque année, chaque trimestre, à chaque, je ne sais pas comment dire ça, période électorale. Vous êtes nombreux, comme vous l'avez si bien dit. Nous devons encore arriver. Ce sont les mêmes problèmes qu'on rencontre ici. Comme le grand Vénapin des cités, ici. Et puis il y a aussi comme une évolution, franchement, comment dire ça, l'insécurité. L'insécurité ici, à un moment donné, ça fait pratiquement 5 ans. On vit d'une insécurité ici, franchement, énorme. Et ce n'est pas mignon. Il y a encore nombreux, franchement, je prends peut-être toute une nuit, s'il faut bien vraiment les citer point par point. Mais de manière générale, c'est comme vous l'avez si bien dit, franchement, je vais commencer peut-être par Akanda, mais c'est le pays. Ça va franchement mal. Il faudrait qu'on remédie à ça et on essaie de voir ensemble, comme vous l'avez si bien dit, comment est-ce qu'on pourrait changer ça et puis aller vers l'avant. Et tout en reconnaissant quelque part que nous tous, autant que nous sommes vous et nous participions à ce chaos. Ensemble, et nous faisons de notre joli pays ce qu'il est. Merci si j'ai été un peu évasif. Merci mon frère. Allez, bien. Ah, un courageux, hein? Il se projette même. Mais on va aussi donner la parole à notre sœur là, qui veut aussi s'exprimer. Lève-toi, maman. Merci. Une femme courageuse. La journée de la femme, hein? Mais comment vous avez si Jean C'était ça. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Je crois que nous sommes quand même représentés là. Vous, en venant aujourd'hui vers nous, qu'est-ce que vous avez prévu pour nous, les femmes? Merci. Tarif. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? C'est qui, madame le ministre? Ah, madame le ministre. Alors, il faut parler quand même. C'est son petit nom, hein? Bon, en tout cas, pour répondre à ces deux interventions de mes compatriotes, je dirais que mon frère, effectivement, si on fait partie du problème, on fait partie de la solution, hein, comme disait l'autre. Ce chaos-là n'est pas simplement le fait de tel ou tel. C'est un chaos dans lequel nous avons glissé depuis des décennies et des décennies. C'est une perversion. Mais il y en a qui n'ont jamais participé aussi, attention, hein, qui n'ont jamais géré les deniers publics ou n'ont jamais gouverné. Donc on ne peut pas aussi leur attribuer quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Mais qui ne dit rien consent. Qui ne dit rien consent. Donc il faut quand même prendre la chose il faut prendre de la hauteur et dire que oui, ceux qui ont participé et ceux qui n'ont pas participé, c'est un bilan généralisé. Mais nous devons regarder les problèmes en face. Parce que si nous ne regardons pas les problèmes en face et si nous sommes toujours là à dire que c'est de la faute de l'autre, mais nous n'allons pas nous en sortir. C'est ça qui crée la division. Vaut mieux regarder un problème en face, essayer de trouver une solution et essayer de mettre en place cette solution. Mais notre pays, on aime bien faire des grands discours et après on disparaît et on s'étonne que rien n'est fait. L'exécution, ce qu'on nous apprend dans l'entreprise, c'est que les anglo-saxons, les américains appellent execution. L'exécution, c'est le cœur même de la réussite. C'est-à-dire, même si vous avez un beau projet sur le papier, parce qu'ici on est des champions pour écrire des beaux plans, des beaux textes, écrire des pavés comme ça, des gros livres de projets. Mais quand on voit le résultat après, on se dit mince alors.
Pourquoi il y a une telle différence entre ce qui est écrit ici et la réalité qui est là? C'est l'exécution. Alors, pour ça, pour réussir l'exécution, mes frères et sœurs, il faut avoir des hommes compétents. Il faut avoir des hommes qui sont capables de trouver des solutions innovantes. Il faut avoir des hommes qui sont capables d'être patriotes, hommes et femmes, hein, hommes, grand H. C'est des patriotes qui sont soucieux de la vie de leurs compatriotes, qui ne pensent pas que tout met dans la poche, mais qui se disent que, attention, je suis aux responsabilités, donc j'ai des responsabilités. Un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités. Un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités. Et donc, il faut donc éliminer toutes les erreurs de casting. Et je peux vous dire qu'au Gabon, au jour d'aujourd'hui, aussi bien ici, dans notre pays, ou dans la diaspora, vous avez des femmes, des hommes compétents, intelligents, patriotes, qui ne demandent qu'à ce qu'on les mette aux affaires pour travailler, pour transformer leur pays. Parce que faire de la politique, c'est pour transformer la vie des gens. Ce n'est pas pour transformer simplement sa vie, mais c'est pour transformer la vie des gens. C'est là où l'homme prend toute sa réalisation. C'est quand il transforme la vie des autres. Sa vie va aussi se transformer puisqu'il fait partie des autres. On appelle ça l'altérité. Mais ça, c'est autre chose. Il faut transformer la vie des gens. Et c'est quand on transforme la vie des gens qu'effectivement, on est heureux. On est en paix. En blanc, des comptes en banque pleins, on va avoir de belles voitures, on va avoir des gros ventres, on va vivre aisément, et puis la misère, la pauvreté est autour de nous. Et quand cette misère et cette pauvreté sont débordées, en ont marre, et bien rentre dans la maison. Et puis là on arrive dans le chaos. Il faut éviter ça. Il faut être responsable et s'occuper de tout le monde. Mais ça, par rapport à ma soeur maintenant qui nous demandait qu'est-ce que je dois faire pour les... Qu'est-ce que j'apporte aux Akandais, c'est ça, non hein? Oui. Mais je te dis, ma soeur, on n'est pas en campagne électorale encore. Mais j'ai des idées, hein. J'ai des idées. J'ai des préoccupations. Parce que ça soit les jeunes, que ça soit les femmes, que ça soit les anciens, que ça soit les problèmes de toutes sortes, un homme politique doit avoir des propositions. Il n'aura pas des propositions sur tout, mais il doit avoir quand même certaines propositions qu'il a envie de faire réaliser, développer. Et Akanda, il y a Akanda d'en haut, il y a Akanda d'en bas, mais Akanda la belle, je peux vous dire que ça sera quelque chose de fabuleux. Je vous remercie.